La chevalerie, ce monde d'honneur, de bravoure et de romance, est rempli de héros et d'exploits légendaires. Mais au milieu de ces contes envoûtants, un homme s'est distingué non seulement par sa bravoure, mais aussi par son intégrité et son sens du devoir. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire de celui qu'on appelle le chevalier sans peur et sans reproche. Je suis Michael et je te raconte l'histoire du chevalier Bayard. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Pierre Terrail, plus connu sous le nom de Bayard, est né en 1476 au château de Bayard, près de Grenoble. Très jeune, il montre un talent certain pour les arts de la chevalerie, un domaine dans lequel il va bientôt briller. Issu d'une famille de nobles mais modeste, il est envoyé à l'âge de 11 ans à la cour de Charles Ier, duc de Savoie, où il commence son apprentissage. Il est formé comme page, une étape essentielle pour les jeunes nobles de l'époque, qui apprennent ainsi les rudiments de l'art de la guerre et le code de la cour. Mais pour vous remettre dans le contexte historique, au début du XVIe siècle, le monde est en plein bouleversement. L'Espagne, fraîchement dotée d'un nouveau continent à explorer, merci à Christophe Colomb, s'est mise en tête de chercher des richesses en Amérique. De son côté, la France, sous le règne de Charles VIII, a les yeux rivés sur l'Italie, un territoire riche et convoité. Le roi Charles VIII revendique le trône de Naples, qu'il considère comme son héritage légitime en raison de l'ancien lien entre la France et la dynastie angevine qui régnait sur Naples. Ainsi, la France décide de se lancer dans une campagne ambitieuse pour s'emparer de ce royaume. Alors que certains cherchaient de l'or dans les jungles, d'autres s'évertuaient à conquérir des terres et des pizzas. Bon, la pizza telle qu'on la connaît aujourd'hui n'est apparue qu'en 1889, mais l'Italie était déjà une région pleine de saveurs et de promesses pour les Français. Ces guerres d'Italie, qui opposent des puissances comme la France, l'Espagne et la Ligue de Venise, ne sont pas simplement des batailles de territoire, mais un véritable jeu d'échecs où chaque roi, duc et chevalier tente de placer son pion au meilleur endroit. C'est dans ce contexte que le chevalier Bayard va faire ses preuves et participer à sa toute première bataille. À 17 ans, en 1493, Bayard entre au service du comte de Ligny, un proche du roi de France. Mais la cour, c'est surtout le début de sa carrière militaire, et les années qui suivent vont lui permettre de montrer qu'il n'est pas seulement un chevalier habile, mais un véritable meneur. En 1494, il suit le roi Charles VIII dans son ambitieuse campagne d'Italie. Le roi de France veut s'installer sur le trône de Naples, comme je l'ai dit précédemment. Alors que d'autres puissances, comme les Espagnols et la Ligue de Venise, trouvent cette idée un peu envahissante, vous voyez, tout le monde voulait sa part du gâteau italien, sauf que ce gâteau, personne ne savait vraiment comment le partager. Lors de cette première campagne italienne, c'est à la bataille de Fornoux, en 1495, que Bayard se distingue pour la première fois et de manière éclatante. Dans ce conflit, les troupes françaises, après avoir pris Naples, se trouvent sur le chemin de retour vers la France. Cependant, leur progression est ralentie et la menace se fait sentir. Une coalition formée par la Ligue de Venise, comprenant notamment les États pontificaux, le duché de Milan et le royaume d'Aragon, cherchent à bloquer leur retraite. Les Français, en position défensive, se retrouvent bientôt confrontés à des forces supérieures en nombre. Au cœur de ce combat acharné, Pierre Terrail de Bayard, alors âgé d'une vingtaine d'années, montre un courage et une détermination remarquables. Il prend la tête de plusieurs charges pour contenir les assauts ennemis, contribuant à maintenir l'organisation des troupes françaises dans un moment critique. La bataille de Fornoux est féroce.
marquée par des combats rapprochés où chaque pouce de terrain est disputé. Dans le tumulte de la bataille, Bayard se retrouve à un moment isolé, entouré d'adversaires. Malgré la violence des échanges, il parvient à tenir sa position assez longtemps pour permettre aux forces françaises de se réorganiser et de repousser les assauts de la Ligue. Cet épisode, où il fait preuve d'une témérité hors du commun, contribue à bâtir sa légende de chevalier intrépide. Au terme de cette bataille, même si les pertes sont lourdes de chaque côté, les troupes françaises parviennent à poursuivre leur retraite vers la France, préservant leur honneur et une partie de leur butin. Cette première grande action de Bayard sur le champ de bataille scelle sa réputation de combattant exceptionnel et de chef capable de maintenir le moral de ses troupes, même dans les situations les plus désespérées. Le roi de France, Charles VIII, ce sacré homme à femme, rentre en France en 1495, mais son destin prend un tournant tragique en 1498. Il meurt accidentellement à l'âge de 27 ans. La scène se passe au château d'Amboise. Alors qu'il traverse une porte basse, il se cogne violemment la tête contre un linteau de pierre. Quelques heures plus tard, il succombe à une hémorragie cérébrale. Sa mort a de grandes répercussions pour la France. Charles VIII n'ayant pas de descendant direct, la couronne revient à son cousin Louis d'Orléans, qui devient Louis XII. Ce changement marque un nouveau départ pour les ambitions françaises en Italie que Louis XII reprend avec ferveur. Bayard, quant à lui, reste en Italie, où les guerres s'enchaînent les unes après les autres. Après la mort de Charles VIII en 1498, son successeur Louis XII reprend avec détermination les campagnes italiennes. Pour le roi, il s'agit de revendiquer le duché de Milan, un territoire sur lequel il estime avoir des droits. Bayard se distingue alors dans plusieurs batailles de cette nouvelle campagne. Notamment, il participe à la prise de Milan en 1499, où les troupes françaises alliées aux Vénitiens réussissent à s'emparer de la ville, mettant en fuite Ludovic Sforza, le duc de Milan. Grâce à sa supériorité de leur artillerie et une stratégie bien orchestrée, les Français s'imposent rapidement et Milan tombe sous leur contrôle. Ce succès renforce la position de Louis XII en Italie et permet à Bayard de prouver sa valeur sur le champ de bataille encore une fois. Cependant, les tensions ne disparaissent pas pour autant. Ludovic Sforza tente de reprendre son duché l'année suivante avec le soutien de mercenaires suisses. Mais il est capturé par les Français à Novare en 1500. Cet événement met un terme aux ambitions de Sforza et consolide la domination française sur Milan. Pour Bayard, cette victoire est un nouvel exploit qui vient ajouter à sa renommée de guerrier courageux et loyal, prêt à défendre les intérêts de son roi et de la France. Après la campagne de Milan, les ambitions françaises en Italie se poursuivent et Bayard se retrouve engagé dans la bataille de Carigliano en 1503. Cet affrontement est particulièrement crucial puisque c'est à ce moment-là que son nom de légende, le chevalier sans peur et sans reproche, va prendre tout son sens. Les troupes françaises sont opposées aux Espagnols près du fleuve de Carigliano. Au cœur de cette bataille, Bayard se distingue par sa bravoure. Son objectif est de tenir un pont, le temps que les troupes françaises se replient, car elles subissent une défaite difficile. Accompagné de quelques hommes, Bayard parvient à tenir le pont contre une armée entière, permettant ainsi la retraite de ses compatriotes. Malgré la défaite contre les Espagnols, Bayard rentre en France en héros, acclamé pour son courage par ses pairs. Mais les conflits ne s'arrêtent pas là. En 1512, Bayard retourne en Italie pour participer à la prise de Brescia. Si cette victoire redonne de l'élan à la France, elle est suivie d'une lourde défaite à la bataille de Ravenne face encore une fois à ces Espagnols. Mais en 1515, deux événements majeurs vont marquer l'histoire de la France. D'abord, la mort de Louis XII après 17 ans de règne, laissant le trône à son jeune cousin François Ier,
Ce nouveau roi, avide de gloire et de conquête, reprend avec détermination les projets italiens de son précédent. Il veut rétablir la suprématie française en Italie et viser à reconquérir le duché de Milan. Et la deuxième chose qui a marqué l'histoire de France durant cette année, c'est la célèbre bataille de Marignan. Une bataille sanglante qui dure 2 jours et où le destin de la France se joue à nouveau sur les terres italiennes. La bataille de Marignan est le point culminant de la campagne de François Ier pour reconquérir le duché de Milan. Après la mort de Louis XII, François Ier monte sur le trône et décide rapidement de reprendre les ambitions françaises en Italie. Bien que la défaite à Ravenne a été un coup dur pour les Français, le jeune roi veut restaurer le prestige de la couronne et prouver sa valeur sur le champ de bataille. Ainsi, en septembre 1515, il se met en route avec une armée vers l'Italie, bien décidé à reprendre Milan. Bayard, fidèle à la couronne, accompagne François Ier dans cette nouvelle campagne. À la tête de la cavalerie légère, il est en première ligne lors de la bataille de Marignan, qui se déroule sur les plaines proches de Milan. Cette bataille, qui oppose les troupes françaises et vénitiennes aux redoutables mercenaires suisses alliés au duc de Milan, est l'un des affrontements les plus meurtriers de la période. Le combat acharné s'étend sur 2 jours, les 13 et 14 septembre 1515. Les Suisses, célèbres pour leur discipline et leur infanterie redoutable, infligent de lourdes pertes aux Français. Cependant, la détermination de François Ier et la bravoure des chevaliers comme Bayard finissent de renverser la situation. Bayard, avec son expérience et son courage, inspire les troupes et mène plusieurs charges décisives. La victoire à Marignan est finalement remportée par les Français, avec l'aide inespérée des Vénitiens qui arrivent à un moment crucial pour déstabiliser les rangs suisses. À l'issue de cette bataille, François Ier est sacré chevalier par Bayard lui-même sur le champ de bataille, un geste symbolique qui souligne la reconnaissance du roi envers ce fidèle serviteur de la France. Marignan devient ainsi un moment clé de l'histoire de Bayard, qui renforce sa légende de chevalier sans peur et sans reproche. La victoire à Marignan marque aussi un tournant pour la France en Italie, consolidant la position française dans le duché de Milan pour les années à venir. François Ier signe peu après la paix avec le pape Léon X, ce qui lui permet de sécuriser son emprise sur la région et de renforcer la position de la France sur la scène européenne. Après la campagne victorieuse de Marignan, Bayard reste un acteur central des conflits en Italie, fidèle au service de la couronne de France. Avec le roi François Ier, il participe à la défense des territoires français face aux ambitions de Charles Quint, empereur de Saint-Empire romain germanique, et de ses alliés espagnols. En 1524, Bayard est de retour en Italie pour une nouvelle série de batailles, cette fois dans le cadre de la guerre de la Ligue de Cognac, une alliance entre la France, le pape Clément VII et d'autres États italiens destinés à contrecarrer la domination de Charles Quint. Les affrontements deviennent de plus en plus intenses, et Bayard, toujours à la tête de ses hommes, se distingue par son courage et sa détermination à chaque bataille. Malgré son âge avancé pour un soldat, il approche tout de même de la cinquantaine, ce qui était considérable pour l'époque. Il reste un exemple de bravoure et d'honneur sur le champ de bataille. Mais le destin le rattrape lors d'une confrontation contre les troupes impériales de la ville de Rebec, dans le Piémont italien. Au cours de la retraite française, Bayard est frappé par un tir d'arquebuse, une arme à feu redoutable pour l'époque. Touché à mort, il refuse de se laisser emporter par ses hommes, préférant restant sur le champ de bataille. Selon la légende, il demande à être adossé contre un arbre afin de mourir en regardant ses ennemis, et non à leur tourner le dos. Signe
de son immense dignité. Les soldats espagnols, impressionnés par la renommée de ce chevalier sans pareil, lui rendent hommage. Même l'ennemi se souvient de lui comme un modèle de bravoure et de loyauté, ce qui témoigne de la stature exceptionnelle de Bayard. Les troupes françaises sont marquées par la perte de leur héros, tandis que les Espagnols saluent la mémoire de ce chevalier qui n'a jamais trahi ses vivres. La mort de Bayard marque la fin d'une époque où l'honneur et le code de la chevalerie guidaient encore les pas de grands soldats. En disparaissant, ainsi il laisse derrière lui un héritage et une légende, celle du chevalier sans peur et sans reproche. Et nous voilà à la fin de cet épisode, qui rend hommage à l'imaginaire de la chevalerie. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce guerrier qui encore aujourd'hui demeure une figure emblématique de l'histoire et de la légende de France. N'hésitez pas à partager cet épisode qui vous prendra que quelques secondes à le faire. Et puis, ça nous aidera à évoluer. Et si vous aimez débattre, je vous invite à venir sur le site raconte-moi-son-histoire.com et de nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et X. Je vous dis à vendredi, c'était Michael et je vous dis ciao!